Alors, bienvenue chez les Trooples pour notre quatrième podcast. Là, on revient à la formule initiale, après une spéciale comics avec une équipe dédiée, et on revient même à la première équipe, à celle exacte du premier podcast, donc avec Hermance, notre cosplayeuse à la retraite. Salut! Johan, qu'on appelle entre nous et que certains qui écoutent le podcast appellent Johan hors sujet. Salut! Paul, l'homme qui préférera toujours les chocolatines au pain au chocolat. Bonjour! Surtout quand on les met dans une poche, ce qui est beaucoup plus perturbant à la limite que la chocolatine. Et le retour, The Return, de Lolo la Transforme, Laurent Libessard, qui nous rejoint après sa très très bonne prestation lors du premier podcast, notamment sur Logan. Je pense que ceux qui ont écouté s'en rappellent encore. Salut monsieur dame. Donc aujourd'hui, c'est un podcast d'été, donc on s'est un petit peu adapté. On va commencer par vous parler des choses qu'on vous conseille à lire, à voir, à jouer pour cet été, pour si jamais vous vous ennuyez ou vous vous posez des questions. Ensuite, on fera un petit débrief Japan Expo parce que Laurent, Hermance et moi y sommes allés. Ensuite, on parlera d'un manga sorti chez Oledri Éditions qui s'appelle Mekaz. On parlera de la série Netflix, du dessin animé Netflix Castlevania. Puis on parlera de Wonder Woman qui est sorti il y a un petit moment au cinéma. Et après, à la fin, on parlera, si vous êtes gentil, peut-être, parce que c'était pas prévu, on verra. Et tout le monde n'est pas d'accord autour de la table pour en parler parce que certains trouvent que c'est trop tôt. Mais hier soir, on est allé voir Spider-Man Homecoming. Tous, Non, pas moi! sauf Paul, du coup. Alors, je tiens à préciser tout de suite pour les auditeurs un peu perdus, on n'est pas en train de parler de Herman le rapide, que vous ne connaissez pas, il n'existe pas. On parle bien de Spider-Man. Déjà, l'homme araignée. Voilà, l'homme araignée. On va essayer de garder cette prononciation pendant tout le podcast, parce que Herman, non. Quoi qu'on pourrait l'inventer, mais... Spider-Man C'est un Allemand, non? Voilà, on essaiera de parler de Spider-Man Homecoming. Maintenant, vu que Paul l'a pas vu, on va essayer Pas de faire encore vu, sans... je l'ai pas encore vu. On va essayer de faire sans spoil ou on l'isolera, on le fera sortir. Non, j'irai jouer à la Switch à côté. Voilà. On enfermera Paul à la cave. On enfermera. Donc voilà, on va commencer par les conseils de lecture ou de jeux ou de séries télé. Donc on va attaquer par Hermance, honneur aux dames. Donc voilà, qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs pour cet été ? Alors, moi j'ai testé un nouveau jeu sur 3DS qui s'appelle Ever Oasis. Donc, qui est réalisé par le type qui faisait les Mana, la série des Mana sur Super NES, sur NES. Enfin, voilà. Bonne référence. De très bonne référence. Au niveau graphique, c'est très très joli. C'est super sympa. Honnêtement, ça se joue hyper facilement. C'est plaisant, c'est pas trop compliqué. Ça se passe dans le désert avec une oasis, tout ça. C'est des petits combats sympas, un peu de craft. Donc franchement ça se joue bien, c'est très coloré, la BO est sympa, les musiques sont chouettes. J'ai apprécié, ça se finit relativement vite pour on va dire un RPG mais vite fait, parce que c'est pas très poussé comme jeu. Ça s'adresse quand même plutôt à un public plus jeune, mais quand on aime le style, on aime plutôt bien ce type de jeu. Donc non, Ever Oasis, je le conseille vraiment, c'est assez plaisant. Et pour ce qui est des lectures, moi j'ai lu récemment la suite de La Reine d'Égypte, que je vous conseille toujours, parce que c'est très bien. Faut que tu me le prêtes. Voilà, lisez La Reine d'Égypte. T'as de la suite dans les idées. Voilà, clairement, parce que c'est très bien. C'était quoi, le premier podcast ? C'était au Non, c'est dans le deuxième podcast. Voilà, tout à fait. Donc vous en avez déjà parlé, mais honnêtement, je vous engage à lire la suite si vous l'avez lu depuis. Parce que c'est pareil, le thème, je trouve ça assez estival, c'est plutôt pas mal. Donc moi j'ai beaucoup apprécié le tome 2 qui est encore plus intéressant que le tome 1. Hormis ça, pour les séries, que vous conseillez en série pour cet été Non, je sais pas. Un petit animé, il doit y en avoir des sympas sur le thème de l'été aussi. Mais surtout, en jeu plutôt Ever Oasis et en manga, continuez La Reine d'Égypte. Voilà, donc on va passer à Johan. Donc, moi de mon côté, dans les nouveautés, moi je conseille Mekaz, qui effectivement on va parler après. Je ne m'étonnerai pas sur le sujet. Ensuite, je viens de m'y mettre sérieusement les.
Oui. Oui, Ça- Johan, Ça va venir. C'est pas grave, Mais- c'est pas grave. on peut passer à Paul si tu veux, et puis tu réfléchis. Non, sinon au niveau série, moi je me suis mis dans les 4400. Par contre, c'est une Ah, série. c'est pas tout. Voilà, c'est pas tout Elle récent. disait que c'était pas récent. C'est pas tout récent, mais j'avais Très jamais. bonne presse. J'ai Voilà, jamais vu, mais elle a très bonne presse. Oui, c'était Voilà. plutôt bien. Je l'avais vu à j'ai l'époque, c'était bien. Ouais. jamais eu l'occasion de m'y mettre à fond, donc là j'ai commencé depuis le début et c'est plutôt pas mal. D'accord. Voilà. Paul. Bah, moi, je conseillerais une série, un manga que j'ai découvert tout récemment. Pour l'instant, il n'y a que 4 tomes en France. Ça s'appelle. Alors, je l'ai noté parce que le titre il est compliqué. C'est Dead Demons DDD Destruction de Inyo Asano. Au cas où il n'y a pas assez de dés en fait. Voilà, il faut rajouter. On rajoute plein de dés. Un titre en allitération, c'est beau. Voilà, c'est un seinen plutôt science-fiction, tranche de vie. Le pitch de départ, c'est qu'il y a eu un énorme vaisseau extraterrestre qui est arrivé sur Terre, qui s'est planté au-dessus de Tokyo, qui a commencé à attaquer un peu toute la ville. Et rapidement, les terriens ont réussi à limiter les dégâts. Et ensuite, hop là, l'histoire se passe 3 ans après. Le vaisseau est toujours au-dessus de Tokyo. De temps en temps, il y a des petites navettes extraterrestres qui arrivent sur Terre pour essayer on suppose d'attaquer la Terre, qui se font descendre, et voilà. Et là, on suit l'histoire de deux lycéennes, Kadoke et Oran, et on suit leur vie sous une sorte d'épée de Damoclès, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, quoi. C'est pas trop ce qui va leur arriver dans ce monde-là. Puis elles essaient de vivre une vie de lycéenne normale, mais avec des événements un petit peu hors du commun à côté. Et donc c'est super intéressant, et l'auteur en fin de compte s'est énormément inspiré. Pour lui, c'est une allégorie de l'accident de Fukushima. Donc c'est pareil, quoi. C'est essayer de vivre à côté d'une centrale qui a pété. Fallait que ça Quelques années infuse après. la culture japonaise. Voilà, vraiment, et, quoi. c'est- Enfin, et le dessin est magnifique. Le dessin est vraiment C'est vrai que sublime. j'ai jeté Et, un œil et visuellement c'est très beau. Hein. J'ai pas encore lu mais. c'est c'est très joli. et si je dis pas de bêtises, il me semble que ça a eu le prix d'ailleurs à Japan Expo du meilleur dessin cette année. D'accord. Donc c'est quand même assez bien foutu. Oui, je vais te le passer, tu vas pouvoir le feuilleter. L'œil de l'artiste. Laurent va donner son œil. L'œil de Ouais, l'artiste. non, Et ensuite, il y a une série que je conseille, donc une série télé américaine qui est terminée maintenant, qui s'appelle The Leftovers. Donc il y a eu 3 saisons en tout, de 28 épisodes en tout. Et ça ressemble un petit peu finalement, ça pourrait presque être même les mêmes thématiques un peu que Dead, machin, bon tous les dés à la suite. Hein. Parce que l'histoire de départ, c'est du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, il y a 2% de la population mondiale qui disparaît. Voilà, comme ça, les gens ils font leurs courses, n'importe quoi, tout d'un coup ils se retournent, paf, le mari il a disparu, le bébé qui était dans la voiture sur le siège bébé, paf, il est plus là non plus. Enfin voilà, comme ça, 2% de la population, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et l'histoire débute 3 ans après, oui c'est ça, ouais, c'est 3 ans aussi. 3 ans après, dans la petite ville de Mapleton, une petite ville classique américaine, où là les gens sont en train de se préparer les commémorations de la disparition des personnes, et donc on suit la vie de plusieurs personnes. On essaie de voir comment ils vivent face au deuil et tout ça, leurs différentes façons de supporter tout ça, de supporter la disparition de proches comme ça, en espérant toujours que peut-être qu'ils vont revenir un jour ou l'autre, puisqu'on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils ont vraiment disparu, on ne sait pas trop. Et ouais, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a de oui, et puis entre autres aussi l'apparition d'une secte très particulière où les gens sont habillés en blanc, ne parlent pas et fument cigarette sur cigarette. Voilà, donc c'est une série assez énigmatique au début. C'est coécrit et co-réalisé par Damon Lindelof, le co-auteur de Lost. Et aussi scénariste comics, notamment du Ultimate Wolverine versus Hulk, qui est dessiné par Lenny Liu, qui est très bien. Et a priori, futur showrunner de la série Watchmen pour HBO. Donc voilà. ça risque d'être pas mal. Et c'est pour ceux qui ont aimé Lost, je peux que conseiller que Leftovers, parce qu'en fin de compte, ça reprend quelques thèmes de Lost et tout ça, mais à un niveau, c'est mieux élaboré. Il y a une vraie fin. Ça finit vraiment, la fin est superbe. Et les saisons sont de mieux en mieux. Il faut arriver à passer la première saison qui est sympa, mais sans plus. La deuxième est très bien, et la troisième saison que j'ai vraiment trouvée excellente, quoi. Donc c'est une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années, quoi. Et puis c'est le genre de série où tu as fini de la regarder, mais tu t'y penses encore, quoi. Voilà, c'est pas juste tu as fini, tu passes à la série, suivante. L'écran noir est encore de... T'es encore avec les personnages et On tout ça, et puis paraphrase, voilà. Ouais. Ouais, c'est très bien. On va passer à Laurent.
Alors là, on est sur les conseils de lecture. Cet été. Alors, oui, lecture ou visionnage. Visionnage ou tant jouage. qu'il est encore temps, je vous conseille, je vous enjoins à aller dans les salles voir Le Grand Méchant Renard, adapté d'une bande dessinée. Donc c'est qu'une partie de la BD qui est adaptée en 3 petits contes. Ce qui est génial, c'est qu'un gamin de 3 ans peut le voir et se marrer, et un bébé de 30 ans comme moi peut le voir et se marrer. 30 ans, à qui j'essaie de faire croire ça. Et donc voilà, c'est très bien animé, très bien, ça respecte tout à fait le style de dessin d'origine. C'est un peu la même technique utilisée que pour Ernest et Célestine. non Ernest et Célestine, voilà. Donc, C'est fait par le même d'ailleurs. C'est fait par le même studio. Et donc il y a plein de niveaux de lecture différents, c'est très drôle. Voilà. Et après, bon là, je vais faire de la presque autopromo. Il y a quelque temps, j'ai illustré alors ce qui ressemble à un recueil de nouvelles de prime abord, mais en fait il n'en est rien, ce n'est pas un recueil de nouvelles. Ça s'appelle L'éveil des chimères, c'est chez Léa Diffusion, un éditeur qui vient de sortir, enfin de se créer, qui a 2 livres, je ne me rappelle plus du titre de Je sais l'autre. plus, ouais. Donc là, L'éveil des chimères, j'ai eu quelques extraits pour faire les illustrations, parce que j'ai fait les illustrations de fin de chapitre et pas de début de chapitre, ça a son importance. Le livre en lui-même est même très bien pensé, très bien organisé par rapport au roman, ça n'a pas été fait à la va-vite, très très bien réfléchi. Et je n'ai eu que quelques extraits, je suis avide de le lire, parce que vraiment ça met l'eau à la bouche, il y a des tas de styles différents, ça se lit relativement facilement, et en même temps ça ouvre des tas d'univers, donc c'est... voilà. Donc une aventure à laquelle tu es content d'avoir participé, ouais. Là vraiment, et en plus voilà, le peu d'extraits que j'ai eu m'a vraiment donné envie d'en savoir plus. Voilà. D'accord. Bon bah moi je vais terminer. Bon bah je suis personne à conseiller de comics, moi je vais conseiller un peu de comics, parce que voilà, c'est un peu Marque de fabrique. ma marque de fabrique. Ton précaré. Mon précaré. Non, en plus je vais conseiller du vieux comics, ce sera un peu raccord et ça fera plaisir à David qui était dans le podcast d'avant. Je vais conseiller vraiment, il y a 2 tomes chez Urban qui sont sortis qui s'appellent Wonder Woman Dieu est mortel, dessiné par Georges Pérez. C'est 2 volumes à 25 ou 30 euros, je sais plus, peut-être 35, enfin voilà. C'est en 2 volumes, c'est une série complète. Il y a beaucoup d'éléments de ces 2 volumes qui sont repris dans le film Wonder Woman dont on va parler tout à l'heure. Mais sans donner mon avis sur le film Wonder Woman, c'est mieux, c'est vraiment bien. C'est du comics des années 80, avec les codes des années 80, enfin c'est du milieu des années 80. Donc oui, effectivement, les filles écoutent de la musique des années 80, l'habillement des jeunes est très disco, mais c'est une très très bonne... C'est quand ils ont redéfini les origines de Wonder Woman au milieu des années 80, et vraiment, c'est vraiment bien. C'est Georges Pérez au scénario et au dessin, et c'est surtout... avant d'être une histoire de super-héros, c'est un grand cri d'amour à la mythologie grecque, quoi. C'est-à-dire qu'il dessine quasiment tous les dieux du panthéon grec et on voit qu'il y prend un plaisir fou. C'est vraiment bien, ça se lit tout seul, ça peut faire peur parce que c'est 2 gros pavés, mais ça se lit tout seul. Moi je suis au milieu du 2e et c'est comme pour rire, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment mon conseil de lecture cet été, ça peut vous tenir un moment. Donc voilà, et sinon, achetez Batman Rebirth en kiosque parce que... pareil, ça va aussi faire plaisir à David qui parlait dans le dernier podcast, qui nous le conseillait, je ne l'avais pas lu à l'époque. Le Batman de Tom King et David Finch est vraiment vraiment très bon. Là. J'ai lu 3 épisodes, je suis vraiment impatient d'avoir la suite. Ça sort dans un magazine kiosque qui s'appelle Batman Rebirth, et il y a un tome 1 avec l'histoire complète qui sort en librairie, qui s'appelle Batman Rebirth tome 1, pour pas faire compliqué. Simple. C'est simple. Donc voilà, et c'est vraiment 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 très bien. Bon, on va passer à la suite. Donc on va faire le petit débrief de la Japan Expo. Donc on est allé à 3 à la Japan Expo. Le jeudi. Le jeudi. Donc un jour où c'était humain. Donc voilà. Pareil, on va honneur aux dames, Hermance. N'étant pas allé à Japan Expo depuis 2 ans, parce que la fois dernière on est allé 2 ans le dimanche. Voilà, c'est ça. On est allé. Le jeudi a été particulièrement praticable. Franchement, pour une fois, c'était plutôt agréable de se promener à Japan Expo. C'est vrai que les derniers jeudis que j'avais fait, il y avait beaucoup de monde. Honnêtement, on a pu bien marcher dans les allées, relativement bien regarder les stands. C'était plutôt plaisant. La chaleur était relativement supportable. Je vais pas dire qu'on avait froid, on avait même plutôt bien chaud, mais honnêtement, c'était supportable.
Donc à ce niveau-là, c'était plutôt pas mal. Mes gros coups de cœur de cette Japan, ce serait le stand de Sailor Moon. Parce que pour une fois, Très, très bien. il y a... C'est vrai que vous vous y êtes bien attardé. Voilà, avec, pour une fois, ils ont vraiment fait Alexandra. un truc thématisé. C'est plutôt chouette. D'autant que les prix à l'intérieur étaient bien rabaissés comparé au prix internet. Donc, Ce qui n'est pas négligeable. pas négligeable. Bon, on n'a pas acheté grand chose avec Alex ce jour-là Parce voilà. qu'on était avec une amie qui s'appelle Voilà. Alexandra qui ont fait coucou d'ailleurs. Voilà. Coucou Alex. Mais toute la gamme cosmétique et maquillage de Sailor Moon qu'ils ont développé pour le 20e anniversaire était présente et honnêtement c'était pas cher du tout. Ça valait vraiment le coup, la boutique était super jolie, en plus ils distribuaient un super popcorn à l'extérieur Popcorn qu'on a rose. tous goûté, le super popcorn Sailor Moon. Non, honnêtement, ça c'était un truc très très bien. J'étais très contente qu'il y ait cette boutique parce que ça change vraiment des boutiques standards qu'il peut y avoir à Japan Expo. Je reviendrai aussi sur le stand de Tachikoma que j'ai bien apprécié aussi. Mais ça, on Laurent, le laisse à on Laurent, laissera ça. à Laurent On le laisse à Laurent. la chance d'en parler. Donc ouais, ça c'était sympa. Il y avait pas mal de jeux aussi en test. Bon, je me suis pas attardée, mais j'ai vu 2-3 titres qui étaient en test et c'est plutôt pas mal. D'une manière générale, moi c'est un peu des trucs, c'est que finalement c'est la première fois, ces dernières années j'étais allé qu'une journée à la Japan Expo, voire pas du tout. Et là c'est la première année où je me dis, c'est dommage d'avoir fait qu'une journée. Il y a plein de trucs qu'on n'a Ouais, pas il y a pu des faire, trucs on a qu'on manqué aurait de temps. Ouais. Là où quand on y allait il y a 2 ans, on y était allé avec Ouais. Paul, on avait fait tout ce qu'on avait envie de Ouais. faire. C'est vrai que là en fait à Japan Expo ils fêtaient le 100e anniversaire de l'anime japonais. Il y On a avait fait aucune des expos voilà, il y avait des animation, conférences, on a fait- il y avait des expos, il y avait plein de choses. C'est mon Mais regret, c'est qu'on n'ait pas fait les le jeudi, animations. parce que moi j'avais regardé le programme, ça avait l'air d'être surtout vendredi samedi. Ouais, il y voilà, avait en les fait, choses c'était les surtout plus- sur le week-end. voilà, c'est qu'on n'y est pas allé forcément le meilleur jour pour ça. Donc Ouais. en fait, pour ça, c'était compliqué parce que c'est vrai qu'en une journée, c'est pas simple. Là où je vais être encore plutôt positive, le côté village japonais, Oui, la culture nippone, etc. C'était super. C'est vrai que j'ai fait tous les stands. C'était assez passionnant parce que Ouais, pour ouais. le coup là ça sort vraiment du cliché de la culture japonaise où il y a effectivement des choses qu'on attend. Mm. Mais j'ai discuté avec un potier qui faisait des embouchures de saxo et qui me demandait mon avis parce que je connaissais des gens qui jouaient de la musique. Enfin, Non, honnêtement, et puis et même- voilà, très Voilà, surprenant. Même les danses, il y avait donc en fait, il y avait plein de petits stands sur les villes japonaises et notamment il y avait des danses de mascottes, plein de geishas, des gens yukata. D'ailleurs, on ne l'a pas filmé, mais on a vu Laurent danser, danser essayer de avec, faire voilà, avec la la danse d'une mascotte. mascotte. Ouais, La ça mascotte. va. Et non, et honnêtement, La ça musique c'était était entraînante. C'était super sympa. Je trouve que ouais, le côté tradi Japon était super. Moi, chouette, c'est un Japan des Expo. points positifs. Ouais, ouais. La difficulté de cet endroit, en fait, c'est que les allées étaient plutôt petites et que ouais. chaque stand avait sa mascotte. Voilà. Ce qui pouvait rendre la circulation un peu compliquée. Compliqué, ouais. hein, Parce mais, qu'en fait, comme chaque ville avait sa propre mascotte. Ouais, et que c'est les mascottes compliqué. sont plutôt ventrues hein, Ouais, au ouais. Japon. Mais il y avait même aussi, je sais pas si vous l'avez vu, un petit groupe qui jouait donc saxo, clarinette, tambour avec la mascotte lion qui dansait. Enfin, Non, c'était Ils vraiment... C'était japonais. Ouais, voilà, c'était japonais. ouais. Mais là, enfin, pareil, des gens très ouverts pour le coup, ce qui peut être en contraste avec certaines autres parties de la Japan Oui, bien sûr. où on a soit des gens un peu mutiques. Bon, tous les gens qui font des fanzines ne sont pas comme ça, mais c'est quand même, on va dire, quelque chose de fréquent, soit juste des vendeurs un peu secs. Là, on avait des gens, mais qui étaient avides de parler de leur culture, de parler de ce qui se faisait spécifiquement dans leur ville, dans leur région, des produits qui développaient. Il y avait plusieurs producteurs qui étaient là, qui faisaient goûter leurs produits. C'était vraiment très très intéressant parce qu'ils étaient vers le public et actifs vers le public. Ouais. Donc, ma déception sur cette partie-là, c'était le manque d'activité, mais on était le jeudi, pareil. Ouais. J'ai pas trouvé le stand de tir à l'arc, j'étais plutôt C'est déçu. vrai qu'on aurait bien aimé voir, ouais. Voilà, et qu'on n'est pas arrivé sur les Et on stands n'a pas trouvé, ouais. des autres pratiques sportives. Mm-mm. Mais rien que le fait qu'il y ait ça, voilà, c'était sympa. ça permettait de sortir de la consommation habituelle de la culture japonaise Mm-mm. et plutôt d'aller vers la découverte. Ouais, si on a parlé des points positifs, Ouais. on finira peut-être sur t'as encore un... Ouais, il y a encore un tout petit truc que je vais dire parce que pour Vas-y. une fois, c'est plutôt pas mal sur la Japan Expo quand même. On n'a pas galéré à trouver à manger. C'était pas trop cher, c'était bon
Et en plus, on pouvait facilement s'asseoir. Ouais. Ce qui n'est pas le cas d'habitude au Japon, parce qu'on est obligé de s'asseoir par terre ou Ouais. manger un sandwich. Ou, voilà. Ils ont complètement revu, de ce que j'ai vu, ils ont complètement revu leur truc pour la bouffe. Ouais. Ils ont fait plus de petits stands éclatés tout Un peu tout partout autour, dans la Japon. là où avant il y avait des grandes zones de Mhm. restauration. Mhm. Et c'est, je pense, plus intelligent. Ouais. Ouais, et honnêtement, on a mangé un super bento fait par des Japonais, parce que honnêtement, c'était des Japonais. Pour l'anniversaire de Final Fantasy. En plus, voilà, pour le 30e anniversaire de Final Fantasy. Là, ouais, sans doute. Ouais, c'était écrit sur la C'était boîte. écrit sur la boîte. Ouais. Voilà, et honnêtement, pour le prix qu'on a payé, on a Je bien crois, mangé. Je crois que sur le pas Non, mais cher, ça, c'est- Laurent n'est pas d'accord. Non, attends. Pour la Japan, c'était pas cher. Après, ouais, bon, voilà. Ça reste Mais honnêtement, ça reste la que Japan. le Mais bento attendez, était pas mauvais. là, pour le coup, j'étais pas au courant. C'est pour l'anniversaire de Final Fantasy. Ça veut dire qu'il y avait des morceaux de chocobo dedans, c'est Non. ça T'avais pas été Le invité poulet, pour c'était l'anniversaire pas du tu- chocobo. Le poulet, c'était pas le Non. chocobo, d'accord. T'as ok. pas été invité à l'anniversaire Non. Ah, mince. Donc voilà, mais c'était le petit point plus, c'est que voilà, je trouve qu'on a bien mangé, qu'on n'a pas galéré à s'asseoir et que c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, c'était pas du chocobo, mais c'était Et pas du je sais poulet pas non plus. hein. si Laurent parle du stand Tachikoma avant qu'on aborde les points points négatifs, négatifs. parce qu'on a surtout un gros point négatif. On va parler du positif, on va enchaîner. Non, oui, il y avait un super stand donc de très très loin en fait. Là, Ouais. c'était plutôt bien foutu. On voyait un Tachikoma. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des tanks améliorés en forme d'araignée qui sont présents dans le manga et aussi dans l'anime, surtout Ghost in the Shell Standalone Complex, donc l'univers de Masamune Shirow. Et voilà, donc il y avait un énorme Tachikoma par-dessus leur stand, et quand on y allait, donc il y avait mis en avant le coffret Le de coffret, Standalone Complex le Blu-ray, ouais. en Ouais. Blu-ray avec le hardbook, etc. Il etc. était en vente Il était en Oui, vente, mais c'était un peu uniquement écœurant. le très gros coffret. Oui, Le parce qu'il- Blu-ray sort qu'à la fin du mois Voilà, d'août. et Mais, le hardbook euh, n'est coffret, vendu il que était- avec ouais. le Blu-ray, ce qui est un peu rageant quand on a déjà tous les trucs. Et il y avait surtout des répliques au 1/8 des Tachikoma interactifs, intelligents. Et alors là, c'est peu de dire qu'on a perdu Laurent. Ah ouais, il était à fond avec le japonais qui Il lui était expliquait. hypnotisé, c'était formidable. Nous, Et on on- était là, on était au spectacle. Et encore, oui, chaque fois que je lui demandais un truc, il me disait non, mais là il charge, non, mais là il est en train de charger, non, mais. Enfin bon, voilà. Mais il y avait des petites vidéos qui montraient ce que ça faisait, la réplique était super. Il y avait la petite voix typique. Alors, moi j'ai adoré les Tachikoma qui étaient dans le manga de Ghost in the Shell. J'ai découvert les Fuchikoma ou Fukikoma qui sont apparus avec l'anime Standalone Complex. Et le truc génial, c'est qu'ils ont des petites voix mignonnes parce qu'il y a des intelligences artificielles dans les tanks pour les rendre plus faciles à utiliser. Et donc c'est un tank de combat avec un très gros canon, mais il a une petite voix mignonne, il est tout gentil et tout. Oui, et tout puis cute. même à la fin des épisodes de Standalone Complex, il y a toujours un petit sketch avec les Tachikoma qui se parlent entre eux, qui Voilà. se racontent des trucs C'est sur un l'épisode. peu les mascottes. C'est un peu, ouais, voilà, c'est Et ça. voilà, cet objet-là était assez magique. Et surtout, j'ai pu avoir, en partant, un tote bag bleu. Tachikoma. Enfin voilà, un superbe bleu qui me permet de Donc, crâner maintenant, il- auprès de tous les gens qui ne savent Voilà. pas ce que c'est qu'un Tachikoma. Voilà. Et il va acheter ses poireaux avec. Avec un tote bag Tachikoma. Voilà, c'est juste la classe. Moi, dans le même genre d'esprit, je vais acheter mes poireaux maintenant avec un tote bag Dragon Ball que j'ai eu parce que j'ai acheté les 2 tomes de Dragon Ball C'est vrai. Super sur le stand. Ah non. Alors je vais aussi acheter mes poireaux avec un autre tote bag que j'ai eu avec le tote bag de Noob. Ah oui, et on Alors, a- vous du ne m'en voudrez financement pas, mais je Ulule ne vais de pas Noob. acheter mes poireaux avec le sac que j'ai eu à Japan Expo. Il est un peu trop grand. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Mais parce Il y a un sac à Avance, dos. elle a eu un sac, je pense qu'il. Un mètre de long. Il faut un T5 pour le ranger. Mais ouais. Donc voilà. Et sinon, moi je suis à peu près d'accord sur les points positifs, j'ai pas trop de trucs à rajouter, mais je pense que mes deux acolytes vont partager le gros point négatif de la Japan Expo. Le gros point négatif de la Japan Expo, c'est que tous les stands de vente vendent la même chose. Ah ouais. Vendent à quelques exceptions Ouais, près, ouais. notamment nous. Un tout petit peu d'exception, hein. Nous ferons un petit clin d'œil à notre, on le connaît, on va faire un peu de pub à notre ami Thomas le Prêtre qui avait un stand Pokéworld qui vendait des produits de Pokémon assez durs à trouver. Il revenait du Japon, où il Il les revenait avait du trouvés, Japon, il les avait ramenés lui-même. Et c'était un stand original. Et par contre, les autres vendent dramatiquement tous la même chose. Il y a un grossiste quoi. Non, c'est pire que ça. C'est la même famille. Ouais, c'est la même famille qui achète plusieurs stands sur toute la Japan. Et donc, si on a l'impression de voir la même chose, c'est que c'est le même vendeur. Non, quoi. et ce qui est encore plus rageant, ce sont les prix. Parce qu'honnêtement, c'est abusif. Mais vraiment abusif. Non, quand on voit le prix de certaines figurines, alors qu'on peut les trouver sur le net carrément moins cher, notamment sur Ami. Je vais même encore regarder aujourd'hui pour être sûr de ne pas dire des bêtises.
quand on veut vous vendre une figurine 129 € et que vous pouvez en avoir 80 sur Ami, il y a un moment tu réfléchis quand même. Il y a le frais de port qui rentre en Non, honnêtement, même avec les frais de port, les t'y arrives douanes, pas. non. C'est pas possible. Donc voilà, et puis donc ça c'est quand même le gros point noir, négatif, quoi. C'est Après, qu'effectivement. Achetez pas des produits dérivés sur les gros stands à Japan Expo, ça vaut pas le coup. N'achetez pas du Ghibli à Japan Expo, c'est du pirate. C'est trop cher. Et puis c'est oui, trop la cher. moitié de la C'est du contrefaçon. faux, oui. Et par contre, sinon, non, il y a un point positif que j'ai quand même oublié, et je pense qu'on terminera là-dessus. C'est que, Japan Expo, c'est aussi l'occasion de voir les copains, parce que c'est quand même un gros rendez-vous. Donc on a vu nos amis de chez Noob, notamment Zell, Arnaud et bien sûr Philippe, et surtout... Et Guillaume. Philippe Cardona et Florence Torta. Guillaume, j'allais en parler après avec Mekaz, et Florence Torta, bien sûr. Et j'ai pas le temps de finir, tu vas plus vite que moi. Mais donc voilà, et surtout, les féliciter un peu parce qu'ils font quand même au niveau Olydri, ils sortent plein de produits, plein de choses. Justement, c'est un stand assez original avec des t-shirts. Ils ont sorti des litos exclusifs pour le nouveau tome de Sentai School. Il y avait une lito aussi sur le stand Soleil. Et puis, ça nous amène à Bill Transition. Vous avez vu l'animateur ? Ça nous amène au sujet suivant, qui est qu'on a acheté. Enfin, moi j'avais déjà le tome 1. J'ai acheté le tome 2 que j'ai lu de Mekaz qui sort chez Olydri Édition, donc chez nos amis de chez Olydri. Pour ceux qui ne savent pas, Olydri Édition, en fait, Olydri c'est un studio de transmédia, c'est leur terme, qui au départ faisait des web-séries sur internet et fait des adaptations de ces web-séries, vend des produits dérivés, plein de choses, des romans. Donc là on parle de Noob. On parle de Noob, Olydri, et il profite de la structure d'édition pour éditer des choses comme par exemple Sentai School de Philippe Cardona et Florence Torta et un manga qui s'appelle Mekaz. Et en achetant le tome 2, Guillaume Durand, qui se reconnaîtra, qui m'a dit « Mais tu fais des podcasts, pourquoi vous chroniquez pas Mekaz ? Ce serait vachement bien. » Et donc voilà, donc on l'a écouté, on va vous donner notre avis. Alors et je dois le pitcher, il m'a donné le pitch. Alors Guillaume m'a dit donc pour le pitch, c'est simple, donc c'est un lycéen qui veut faire partie d'une équipe de robots, et donc il va au lycée, et il s'appelle Tako. Et alors là, vous allez me dire, au lycée avec Tako, il y a qui ? Bah oui, avec Tako, il y a qui ? Avec Tako, il y a qui ? Voilà. Ça me donnait faim tout de Alors, il était super content quand il nous l'a dit. Très très drôle de sa blague. Donc on l'a répété. S'il écoute, ça va probablement le faire beaucoup rire. Et alors à tous les gens qui ne savent pas ce que c'est que des takoyaki, allez vous renseigner. dont je faisais partie. Parce que au moment où il a fait ça, il y a Laurent qui nous a regardé et fait C'est quoi des takoyaki ? Qu'on lui a montré. Ah, ouais. Donc ce sont des petites boules japonaises avec des calamars, du jambon à l'intérieur, des petites boules d'omelette, donc voilà. Et donc on a, à part Laurent, autour de la table, tous lu au moins une partie de Mekaz. Je crois que Paul a lu la moitié du tome 1, c'est ça ? Voilà, j'ai pas le temps de continuer. Johan a aimé les deux, apparemment il a beaucoup aimé. A beaucoup aimé. Et il va donner son avis. Il va donner son avis. Hermance, t'as lu le tome 1. J'ai lu les deux, moi. J'ai lu les deux. Ouais. Moi j'ai lu les deux, puis on aura l'œil de l'artiste. L'œil de l'artiste. Donc voilà, moi je vais à tout seigneur, tout honneur, hein, c'est moi qui l'ai acheté. Oui, donc c'est un manga de Nicolas David, pour ceux qui voudraient avoir le nom de l'auteur, c'est vrai qu'il faut lui rendre hommage quand même. Il est français surtout. Et il est français, c'est-à-dire que c'est un manga français qui se lit dans le sens japonais. On va en discuter. On va en discuter. Donc voilà, donc voilà. Alors l'histoire, parce que au-delà du pitch, c'est donc un garçon qui en cours d'année rejoint une équipe. C'est une équipe de Mekaz. C'est un sport de lycée au Japon qui met en scène des combats de robots. Et donc il y a une équipe qui n'a plus de pilote et qui prend un peu. C'est un peu la risée du lycée. C'est un peu la risée du lycée, prend un peu le Peter Parker. Le loser du lycée pour piloter le robot. Et finalement, il est pas si loser que ça. Et donc voilà. Donc moi j'avais lu le tome 1. Honnêtement, je vais pas dire que mais j'ai eu envie d'acheter le tome 2 parce que j'ai trouvé ça super honnête. Je trouvais que ça se lisait super bien. Si j'ai un reproche à faire, c'est très classique. C'est vraiment, pour moi, j'ai l'impression de lire vraiment du manga sportif japonais comme on en a lu plein de fois. Maintenant, voilà, c'est sur un thème qui est plutôt rigolo, des combats de robots. C'est des choses qu'on voit pas toujours, en tout cas pas abordées de cette manière-là. C'est souvent assez sérieux, assez lourd. Donc voilà, moi j'ai voulu persévérer, j'ai lu le tome 2 que j'ai trouvé dans la lignée du 1 et je pense que j'achèterai le tome 3 parce que je commence à m'attacher à ce petit Tako.
Voilà. C'est en combien de tomes on sait Ça veut, je On sais sait pas pas. annoncé, on sait D'accord. pas. On ne sait pas. Peut-être qu'ils pourront préciser, mais là je ne sais pas. Qui veut enchaîner? Hermance Alors moi, de prime abord, si je l'avais vu dans une librairie, je l'aurais pas acheté. Pourquoi? Parce que c'est pas le type de dessin qui m'intéresse au départ. Ni le thème d'ailleurs. C'est vrai que c'est... Voilà, les mechas... J'aime en animé plutôt qu'en manga, d'habitude. Mais visuellement, ça m'aurait pas fait tilt tout de suite. Mais une fois qu'on le lit, c'est plutôt plaisant. Effectivement, le graphique est assez intéressant. C'est rapide à lire, agréable. C'est assez fluide au niveau des bulles, pas trop de texte, pas trop peu non plus, donc ça c'est plutôt chouette. Après, effectivement, comme tu disais Pierre, le thème est bateau, c'est classique. Ça reprend effectivement la trame générale. Voilà, il y a une compétition dans l'école et le but c'est de gagner la compétition dans l'école, devenir le meilleur. Voilà. Il y a un rival évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis c'est vrai, le côté loser du héros qui a envie de draguer les filles mais qui n'y arrive pas. Voilà, on retrouve les codes principaux du shonen de base. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais comme je dis, c'est plutôt plaisant, le thème est sympa. En fait, ce qui est assez intéressant dans ce manga, ce sont toutes les trames de fond. Notamment, on apprend très rapidement que l'héroïne a des problèmes financiers avec sa famille, qui ajoute une profondeur à l'histoire. Et que le héros, en fait, il voulait pas. Il y a plein de subplots. Voilà, il y a plein de je suis assez petits d'accord. trucs comme ça, que le héros, en fait, il est plutôt doué pour piloter, mais en fait, il avait plus envie de piloter, mais on sait pas trop pourquoi, et au final, il s'y remet, mais on voit qu'il cache un truc, on sait pas trop. En fait, c'est tout le petit mystère qu'il y a derrière tout ça qui est plutôt pas mal. Qui tiennent dans l'aile et qui donnent effectivement envie de lire la suite. C'est ça aussi qui m'a donné envie de lire le tome 2, c'est d'en savoir plus. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal, honnêtement. Johan? Ben, pour compléter, donc effectivement, de prime abord, effectivement, je l'aurais pas acheté. Au niveau de la couverture, c'est pas vers ça que j'aurais été. Au niveau, donc après, au niveau de la trame, effectivement, ça suit les classiques de ce type de manga. Le sens de lecture japonais, au contraire, moi je trouve que ça ajoute, puisque on a pas mal de clichés effectivement de séries de ce type-là. Après, l'histoire s'y prête. Moi, ça m'a pas choqué. Ce que je trouve prenant, effectivement, on a envie de... l'histoire, on est assez mis de vie dans l'histoire. On n'a pas non plus de trop longues passages historiques sur les personnages, ce qui fait qu'on est assez vite mis dans l'action. Et le premier tome, il y a la mise en place, donc se lit un peu plus lentement. Le deuxième se lit à une vitesse folle. Je suis complètement d'accord. Donc, Le deuxième, Le deuxième, carrément je l'ai plus. dévoré et ça se lit tout seul. Donc, Voilà, ça se lit très vite et très voilà. Alors c'est peut-être le seul petit point négatif, c'est que du coup, ça se lit très très vite. Donc voilà. C'est une critique qu'on peut faire à beaucoup de mangas. Tout ça, Ouais. dire. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Pas ça se lit pas vite. Non. Ça dépend lesquels. Bon, et Paul, mes cases. Alors, mes cases, moi j'ai lu juste avant d'arriver, j'ai lu juste la moitié du premier tome, j'ai pas eu le temps de le lire en entier. C'est assez plaisant, mais sans plus, quoi. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Je trouve que je trouve que c'est trop japonais en fin de compte. Alors Il que y a- c'est un français. et alors que c'est un français, C'est ça qui et- te perturbe. Mais ça manque une petite touche Il n'y a pas de. de touche personnelle. Voilà, ça manque Ça, de. Voilà, il manque une petite touche qui C'est ferait assez que. stéréotypé au final en fait. Je suis assez d'accord, je te C'est rejoins ça. sur ce point de J'ai vue-là. lu que la première moitié, après je sais pas comment ça évolue, mais ce que j'ai lu pour l'instant, enfin j'ai zéro surprise. Mais par contre, c'est sûr que la narration est bien faite et tout ça, c'est bien géré, c'est bien carré. Mais justement, il manque une petite touche qui fait que on n'a pas voilà, on a l'impression, dès qu'on est, enfin, je vais y arriver. On a l'impression de l'avoir déjà lu 50 fois. Enfin voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il manque une petite touche vraiment qui fasse un petit déclic, un petit événement. C'est un peu trop Ou, comme là-bas, quoi. voilà, c'est ça. Bah, Il manque. Il a réussi à. Il a pris la recette, il la respecte à la règle, c'est nickel. Mais il manque la petite touche qui fait que mais c'est différencie pas, différent, il y a voilà. quelque chose, ouais. voilà pourquoi prendre ce manga là, parce qu'il y a ça. Voilà, c'est ça le truc, Voilà. c'est que il manque un petit truc.
Mais après, je pense que l'auteur. Peut-être que ça viendra dans les tomes suivants. Hein. Peut-être. Ouais, et puis Mais- l'auteur, il faut le laisser. Enfin, je sais pas si c'est sa première série ou pas, mais enfin. C'est sa première série. Bah déjà, en tout cas, niveau dessin, pour une première série, en tout cas, il a vraiment un bon Ouais, niveau, le quoi, dessin. par contre. Mais après, voilà, il faut bien commencer un jour. Donc, non, mais je pense que c'est quand même un auteur, à mon avis, qu'il va falloir quand même suivre dans Il la fait aussi l'avenir. actuellement, il y a les light novels de Noob qui Mhm. sortent et il fait les couvertures des light novels Ah d'accord, c'est lui C'est dans lui. un style dans un style quoi. différent de ce qu'il fait là, mais qui est, mais on reconnaît quand même. Mhm. Honnêtement, quand tu regardes un peu, tu reconnais. Donc voilà. Laurent, l'œil de l'artiste. Alors Laurent n'a pas lu, il a Oui, juste moi feuilleté. je l'ai survolé. Alors le fait de le faire dans le sens de lecture japonais, c'est un débat qui concerne bien plus de bouquins que celui-ci seulement. Moi j'ai du mal à comprendre. Alors je trouve pas ça légitime quand on est français de vouloir absolument se couler. Non, je trouve génial qu'on ait commencé à ressortir les mangas dans leur sens d'origine parce que ça respecte l'œuvre d'origine. Être amené à faire un manga dans un sens d'origine qui n'est pas le nôtre, j'ai du mal à comprendre le truc. Ou alors, pour moi, ça relève d'un truc où en fait on ne lit tellement que ça, qu'on ne sait faire que ça, et qu'on sait plus lire. Enfin, moi j'ai croisé des gamins qui disaient non mais moi je sais pas lire vos BD, elles sont pas dans le sens japonais, je sais pas lire dans le sens européen. Alors j'espère que c'est pas ça. Là pour l'instant je le vois plus comme du mimétisme, donc bon, mais c'est un débat Ouais, beaucoup et plus large que Ce qui est ce sûr, simple tome de je Nekaz. pense pas que ce soit. Je pense que c'est vraiment un choix de l'artiste. Après, je veux pas parler. Pour Voilà, non mais là c'est Parce une polémique que, qui enfin, concerne voilà, pas ce bouquin. Typiquement chez Olidri, Sentai School est dans le sens de lecture Voilà. normal parce que. Par contre là, en tant en le survolant, ce qui me surprend un peu, c'est que pour un truc qui s'appelle Nekaz, Il va Il n'y a beaucoup pas de assez de gars. robots. c'est pas qu'il n'y a pas assez de robots, c'est qu'il n'y a pas forcément. Je vois pas forcément beaucoup le côté mécanique, c'est-à-dire le côté bidouille, le côté réparation, le côté les mains C'est dans le très vite cambouis, expédié, en fait. et voilà. Ils en parlent, mais c'est vite expédié. Voilà, donc ça, c'est que effectivement. Ça parle quand même plus des relations entre les personnages que de robots. Oui. Ouais. Voilà. Non, même sans parler de robots, être dans le contexte du Non, robot. mais en fait, c'est vrai que la compétition est plus mise en avant que le robot en lui-même, en fait. Voilà. Par contre, effectivement, si on rejoint, ça c'est une bonne critique. Si vous voulez aller dans le manga japonais, il aurait fallu aller jusqu'au bout et faire par chapitre, avec à la fin d'un chapitre, éventuellement Les une plans page, des robots. avec des plans des robots, des Voilà, éléments, une fiche technique. voilà, une fiche technique, choses comme C'est ça, vrai qu'il y a pour souvent rajouter, beaucoup, et ça, hein. ce serait très bien. Peut-être ce qui pourrait. Ouais, il y a beaucoup de mangaka qui font ça. Moi, je le vois, j'en parlais avec Laurent d'ailleurs à Japan Expo, sur les enfants de la baleine. Bon, ça n'a rien à voir avec les robots, bien entendu, mais bon entre chaque chapitre, il y a toujours une petite chronique sur l'histoire générale du monde dans lequel ça se passe, ou alors des traditions, des tribus, etc. Et ça c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que ça entretient l'univers, et c'est ce qui manque à Nekaz, au niveau des mechas en tout cas, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, bah, on terminera là-dessus. Donc en gros, la critique globale, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est pas mal, c'est bien, mais que c'est un peu trop classique. C'est trop classique. C'est trop classique. Ça demande à mûrir. Ça ce demande qui- à mûrir, ce et qui- puis, mais que c'est trop. Ça moteur, manque et que- légèrement d'originalité. Ouais. Mais voilà. Après, c'est, Pour je un pense, premier manga. Mais pour un c'est- premier manga et ouais, pour un français, ouais. il faut quand même saluer l'effort. Parce Voilà, que c'est ça. c'est bien dessiné, c'est agréable à lire. Honnêtement, si vous avez envie de vous mettre au manga et que vous avez jamais lu de manga, bah Nekaz, j'irai pas dire que c'est bon pour commencer, mais c'est. ça se tient, c'est- c'est une bonne thématique. après, je pense que voilà, il faut attendre pour savoir un petit peu où va une série. Je pense qu'il faut attendre 4-5 tomes pour voir un petit peu où ça va. Ok. Donc on va passer à la suite on va parler de la série Netflix Castlevania en 4 épisodes, dont le producteur exécutif est Warren Ellis, un scénariste de Et comics. oui, pour c'est ceux- américain. C'est américain. C'est anglais même, je crois, hein, parce que c'est beaucoup d'anglais qui ont bossé dessus. J'ai vu des... Je sais pas, j'ai pas regardé. Je- si je c'était pense que c'est ou- anglais, mais je, je peux je me vais, tromper. je vais Bon, chercher. Bon, en tout cas, Je vais c'est pas chercher. C'est japonais. pas japonais. Donc cherchez pas la VO en Donc c'est japonais. l'adaptation du jeu vidéo éponyme, comme on dit, donc Castlevania, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bon, moi personnellement, je ne vais pas mentir, je n'ai joué à Castlevania que sur NES. Je n'ai jamais fait les jeux d'après. Moi, j'ai fait les plus récents. Toi, tu joues, voilà. Et donc voilà. Moi, j'ai tenté. Alors, on va être honnête. Qui a vu la série autour de la table? Laurent ne l'a pas Moi vu. j'ai pas vu, non. Et Moi, vous je l'ai avez vu. vu les 4 épisodes? Oui. Oui. Moi, bon, Pourtant Netflix a essayé de m'inciter beaucoup à le voir, mais j'ai pas vu. Bon. Moi je vais pas mentir, j'ai regardé un épisode et demi, j'ai pas pu terminer. Je pense que ça donnera un peu idée aux gens de mon avis sur la question.
Donc voilà, donc je pense que je vais pas commencer. Peut-être, Hermance, tu peux pitcher peut-être un peu le truc. Alors bon bah pour ceux qui savent pas, Castlevania, le thème principal c'est quand même les vampires au départ et les chasseurs de vampires par Et extension. les chèvres. Non, je blague. Non, pas les chèvres. Donc là, bah, évidemment, ça se passe dans un univers plutôt médiéval où le clergé, donc l'église, c'est à l'époque où ça commençait à être Dieu est décisionnaire et donc le clergé a un énorme pouvoir sur le peuple etc., etc. Et évidemment, on en vient à la chasse aux sorcières et à Satan, etc., etc. Et donc du coup, en fait, Dracula s'était pris d'une humaine qui est avide de science et en fait, elle est allée le voir pour apprendre. Et il s'est pris d'affection pour elle, il tombe amoureux, sauf qu'un jour, le clergé la rattrape et décide de la brûler sur la place publique. Parce que c'est une médecin. Parce que c'est une femme de science et que pour eux, c'est de la sorcellerie. Voilà, donc on en revient au thème principal de l'histoire. Voilà, classique. Évidemment, il la brûle et Dracula se venge. C'est-à-dire qu'il est tellement en colère qu'il se venge et décide de tuer tous les humains. Voilà, en tout cas dans le pays où ça se passe, il décide de tous les tuer et d'envoyer son armée. Voilà, il leur laisse 1 an de répit pour dire voilà. Alors, vous Valaquia, avez, je crois un truc comme Valaquia, ça. ouais, c'est ça. Valaquia. Donc il dit voilà, je vous laisse 1 an pour soit vous en aller, soit vous repentir ou trouver une solution. Mais en tout cas, vous avez 1 an et je reviendrai avec mon armée. Et effectivement, il revient avec son armée de démons et il décide de tuer tout le monde. Voilà, ça c'est le pitch général. Donc c'est un Dracula qui... Et surgit quand même un héros. Voilà, et surgit... Parce donc, que là, ça va un peu noir quand même. Mais effectivement, et en fait... un héros qui s'appelle Lucas Belmont. Donc il s'appelle Trevor Belmont. Trevor Belmont. Je sais pas pourquoi j'avais envie de l'appeler Lucas. Alors en fait, les Belmont, dans la série des Castlevania, c'est la fameuse famille tueuse de démons, tueuse de vampires, voilà. Qui est une famille déchue, pareil, par l'église, qui les a excommuniés, voilà, qui estime qu'eux aussi font de la sorcellerie et qu'ils sont pas dignes de l'église. Et on suit effectivement Trevor Belmont, qui effectivement est le dernier de sa famille, en activité en tout cas. On n'a pas d'autres infos sur les autres membres de sa famille pour l'instant dans la série. Qui est le personnage principal au final, qui est un peu bourru, un peu ivrogne. On voit qu'il est un peu dans sa déchéance, quoi, puisqu'il est tout seul et voilà, tout le monde s'en fout, quoi. Et au final, il va se prendre de pitié pour ces gens-là et il va avoir envie de les sauver. Démarre là les épisodes. C'est à peu près là que l'action commence à démarrer. Ouais, c'est là où je me suis arrêté. Donc on va dire à peu près à la moitié du 2e épisode. Ouais. Voilà, en gros. Et au final, en fait, ces 4 épisodes de Castlevania ne servent que de pilote à la série. Parce qu'en fait, le gros de l'histoire se passe vraiment dans le dernier épisode, clairement. Le gros de l'action. C'est une série de combien ? 4 épisodes pour le moment. Ok. Voilà. Donc, vous voyez le 4e épisode, il est très bien. Le 4e épisode est vraiment sympa. Puis notamment, un des grands personnages de la série Castlevania apparaît. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé parce que c'est un peu la surprise de la fin du 4e épisode. Pour info, je vois que la série est interdite aux moins de 16 ans. Oui, c'est assez gore. Hein. Bon, un peu gore moyen, parce que c'est pas non plus... voilà. Mais c'est un peu gore. Surtout les dialogues. Oui, c'est assez trash au niveau des dialogues. Pour vous situer, moi j'ai quand même un peu halluciné. Le premier épisode se termine quand même sur 2 paysans qui discutent chacun de comment il faut faire pour se taper des chèvres et pas attraper de maladie. Voilà. C'est un peu trash. C'est tradition locale, tout ça. C'est campagnard. Mais vraiment, et c'est-à-dire que t'as 2 ça dure personnes. quand même un moment. Et ça dure bien 3-4 minutes. Ça n'a de rien à voir avec discussion. l'intrigue principale. Non. D'accord. Okay. Mais c'est bien 3-4 minutes de mec qui dit non mais tu vois, faut vérifier qu'elle est pas daubée, donc tu mets le doigt, enfin bref. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier épisode se termine sur 2 mecs qui t'expliquent comment se taper des chèvres. Bon, moi j'ai dit Pierre, ne t'arrête pas à ça, commence le 2e. Et là, dans le 2e, il trouve le fameux Trevor Belmont qui est un alcoolique et tout. Il l'attrape et il lui frappe plusieurs fois dans les couilles. Et là, il y a cette réplique magnifique où il dit « Est-ce que vous allez laisser mes testicules tranquilles ?»
tout ce que je raconte est vrai, hein. C'est pas, je Oui, me oui, moque pas. non, Hein. C'est j'avoue du spoil, qu'au c'est du niveau, spoil. au niveau des dialogues, parfois. Et là, c'est- il balance les mecs, il est là, tu fais ah bien. Puis là il sort et il leur dit j'espère que vous mangerez du cochon pourri et que vous chierez du sang par le cul. Alors peut-être qu'en VO ça passe mieux. J'ai vu la VF. Ouais. J'ai vu la la VO. VF aussi. Alors Alors, toi tu as vu la VO? J'ai vu la VO. Alors, ça passe, oui, mieux, oui, mais ça passe toujours mieux en VO, les insultes de toute manière, donc ça passe mieux en VO. Est-ce que les chefs Mais- vont mieux? Mais Mais le doublage, il faut passer le premier épisode. Le premier épisode, je trouvais qu'il était très mal doublé. Même l'en VO, déjà, les voix en VO sont. Je pense que les acteurs ont eu du mal pour s'incarner dans les personnages, ou alors ils ont fait un doublage Et puis- très court dans le temps, à mon avis. Et le début est très laborieux, et ça va mieux à partir du J'explique la deuxième suite, épisode. Ce qui a fait que moi j'ai arrêté, il arrive dans une ville, tu te dis bon, il va y avoir un peu de baston. Bah non, parce que c'est en journée et que les démons arrivent la nuit. Et puis là, en fait, pendant 10 minutes, il parle d'abord avec des prêtres méchants, après avec des prêtres gentils. Et Ce sont les prêcheurs. il se passe rien. C'est Et vrai là, que le au bout d'un deuxième moment, j'ai épisode- dit Pierre, va dormir. Ça commence par une scène d'action quand même. Non, il est avec vrai les... il y a quand même énormément de Bon, longueur. après, je dis pas, j'ai pas vu les deux derniers peut-être, mais les deux premiers, sérieusement, c'est long. Hein. Parce que j'ai regardé le deuxième, je crois, il doit me rester 7 minutes. Je crois que j'ai regardé 18 minutes de l'épisode. Et donc là, oui, parce qu'effectivement, moi qui connais pas le jeu, je suis assez perplexe. Pour le coup, ce qui m'interroge, c'est, vous avez dit, c'est anglais, donc là, le dessin aussi, l'animation le- est faite en alors- Angleterre. Oui, mais en fait, donc le dessin ressemble à de la tradi jap. Hein, Ouais. Ça ressemble à l'anime jap classique. C'est correct sans être transcendant. C'est pas transcendant. Non, D'accord. l'animation est pas top. L'animation est pas top, notamment quand tu regardes, moi je disais ça à Paul tout à l'heure, quand tu regardes les personnages courir ou marcher, Ah, c'est très saccadé, c'est pas naturel comme mouvement. Ok. Mais la Euh, production est quand même asiatique. Et ben, Ça quand doit- tu ça regardes le doit être générique, sous-traité en Corée, j'ai non pas Même pas. vu. J'ai pas fait Pas gaffe, tant c'était que ça. sous-traité en Corée ou pas, comme d'habitude. asiatique. Ouais, mais ça, t'as aussi. D'ailleurs, des- ce qui des était scènes perturbant, françaises. oui, la bien première sûr. chose que j'ai dit à Yohan, c'est viens, on va le mettre en VO. Il n'y a pas de Jap en fait. Tu peux pas le regarder en japonais. Mais non, mais la C'est pas VO, possible. ça- la VO, c'est l'anglais. Voilà. C'est la VO, la Donc VO. pour un animé, c'est assez perturbant. Ouais. Ah, perturbant, un animé Inhabituel, japonais. quoi. Voilà. Pour un animé japonais. Sur une licence japonaise. Voilà, Sur une licence sur une japonaise. licence japonaise où t'as pas de japonais, c'est un peu. Sur le chara design, c'est déstabilisant pour les fans du jeu vidéo ou là pour le coup ça respecte Non, Bon, c'est tu sais, pas les- particulièrement perturbant. C'était un jeu sur la NES, donc si tu veux le design sur la NES, les petites Oui, Il y a sur pas la pixels de NES, par version rapport plus à récente. Mais quand tu Si, regardes, mais c'est c'est la pas les mêmes version plus personnages. récente, Ouais, mais c'est pas les mêmes persos, persos, mais Donc, Parce que c'est l'héritage. Là où de ça Pablo, garde- à chaque fois, tu vois là des où ça garde générations. l'esprit du jeu vidéo, c'est notamment. Là, c'est la génération de celui sur NES. Oui, Ouais. oui, Ouais. ça reprend Ouais, ouais. l'histoire du 3. Voilà, c'est ça. Là où ça reprend les classiques de jeux vidéo, c'est Trevor se bat avec un fouet, ce qui est caractéristique de la famille Belmont, ils se battent tous avec un fouet. Et il explique pourquoi dans la Ils série, expliquent pourquoi il se bat avec un fouet, enfin, tout ça. voilà, Enfin, c'est très, euh, très explicatif par Oui, moment. oui, oui. Des fois, c'est un petit peu trop. Voilà, il se passe pas grand chose, c'est très lent. Ils savent pas s'ils parlent aux fans convaincus ou aux newbies qui Ouais, découvrent. il y a un peu de ça. Puis D'accord. ils font du mal aux chèvres. Quoi. Enfin, moi, je m'en remets pas, quoi. Ouais, mais si t'avais joué, si t'as joué au Chevalier de Baphomet, tu sais que les chèvres. Et au final, faut s'en ne méfier. vous attendez pas à voir beaucoup de vampires, parce qu'au final, vous voyez Dracula les 10 premières minutes de la série, Ouais, et après, vous le voyez plus. voilà. Voilà. Si, après, tu le sous vois- forme d'invocation. Oui, ou très l'apparition. peu, voilà, on le voit sous forme Qu'elle est pas d'apparition, contente. mais on le voit pas, en fait. Non. D'accord. On le voit pas. Au final, on voit plus des démons que des vampires, au final. Voilà, notamment un cyclope aussi. à un Mais en moment. même temps, dans le jeu aussi, tu vois plus souvent les démons que les vampires. Oui, voilà, mais bon, ça manque un petit peu de Et vampires. alors, moi, je me suis posé une question quand même en regardant les épisodes et demi, parce que c'est ta proposition pour le podcast. Je me suis dit, mais pourquoi elle veut parler de ça? Parce que j'étais Justement, con. pour donner mon avis. Et pour dire que c'est nul. Non, Non, je c'est vais pas, pas non, dire c'est que pas c'est non. nul. Je suis pas d'accord pour dire que c'est nul. C'est pas nul. C'est pas Ouais. ce à quoi je m'attendais. C'est comme le premier épisode de Buffy, celui qui est pas sorti. Le film, tu veux dire Non. Oui, il y a eu Moi, j'étais dans la. Je vais être honnête, hein, j'étais dans la saison 2 de Flash en Blu-ray. Je suis content de pas avoir arrêté la saison 2 de Flash pour regarder. J'ai fini la saison 2 de Flash et après j'ai regardé parce que sinon j'aurais été mauvais. Je t'aurais maudit. Hein. Moi, j'ai fait mieux comme grand écart. J'ai enchaîné ça après Twin Peaks. Donc, si tu Ah. veux. Voilà, quoi. Voilà, oui. Surtout avec l'épisode Après, voilà. super taré Je qui est pense passé que là. c'est une introduction correcte à une série qui devrait être mieux. Oui. Parce que là, il y a vraiment les personnages intéressants qui sont Non, arrivés. mais par contre, ça c'est le truc. Moi, où je me disais, je connais pas beaucoup l'univers de Castlevania, mais je voyais le château, le machin, et je me disais,
ça mérite mieux, quoi. Ça mérite mieux. Ça mérite mieux, ça mérite Mais mieux. On est après, d'accord. les Ça décors mérite sont plutôt pas mal. C'est Tu les l'as- mêmes ou pas les décors sont pas mal. Les hein. décors sont très bien. L'animation est pas top, mais les décors sont quand même Oui. pas mal faits. Ouais. Le château, Voilà. le château Donc de après, Dracula est vraiment classe. après, est-ce qu'ils ont mis un petit budget juste pour te voir si ça a donné, pour faire quelque chose de mieux après Parce que honnêtement, le dernier épisode, au niveau action et tout, Oui. on y est. Ah, le dernier épisode, Et il est Moi, du je très coup, bien. regarde avec celui-là, là. Mais limite, voilà, tu regardes le Ah, il dernier. te Mais reste par trois- contre, 2 épisodes et un quart à regarder, Non, tu peux le je faire. pense- Tu peux. T'en as pour 1 heure un Je maximum et pense t'as qu'ils auraient fini. dû attendre, faire plus d'épisodes, les faire mieux, prendre le temps, Ouais. que de nous envoyer 4 épisodes juste pour nous tenir en haleine. Ça sert à rien. C'est un truc C'est spécifique un truc Netflix. Netflix, hein, Ouais. je pense, Ouais. c'est pour ça. Parce que Netflix avait sorti Voltron, moi qui m'avait bluffé. C'est une licence que je connaissais pas très bien, j'avais eu que les jouets quand j'étais gamin. Je trouvais le truc très bien développé, les persos intéressants, des twists, les designs corrects, l'animation très bien. Enfin, Ouais. j'étais bluffé par le. Donc je sais pas si ce sont les mêmes ou pas. Non, c'est Non, pas le même c'est studio. le même. C'est pas le même pas studio. les mêmes studios qui ont Non. développé ça pour Non. Netflix. D'accord. Non, parce qu'on a vu le Donc tronc, voilà, c'était bien. regardez Castlevania par curiosité, faites-vous un avis. Voilà, c'est mitigé, c'est très mitigé. Ou alors, ne regardez pas et allez au cinéma, où il y a un magnifique film en ce moment. Non, ça c'est pour après. On va d'abord parler de Wonder Woman. Le méchant. Oui, on est un peu à la bourre, on se On dépêche. est un peu à la bourre, c'est pour ça que je. Donc voilà. Que tu as fait une transition ouais, forceps. on va déborder. Je pense qu'il fera peut-être 1h20 ce Ouais, podcast. je crois On a aussi, beaucoup ouais. de sujets à aborder. Donc voilà. Donc on a tous vu Wonder Woman à part Non, Paul. je n'ai pas vu. Mais Wonder Woman, il s'en fout. Donc ça, on peut spoiler. Moi, je préfère je vais me Donc restreindre voilà, au on va comics. peut-être. Alors, parce que c'est une des plaintes que j'ai eues sur les podcasts d'avant. Quand on parle de film, on spoil. Donc là, je le dis. Spoiler. Si vous n'avez pas envie d'être spoilé sur Wonder Woman, avancez un petit peu. Voilà, passez Avant- cette partie passez du cette podcast. partie du Comme ça, vous podcast. serez spoilé sur Spider-Man. Comme ça, vous serez spoilé sur Spider-Man Homecoming. allez au prochain podcast en fait. Non, mais arrivé au coup de cœur, coup de gueule à la fin. Voilà. Donc, Wonder Woman. Je vais commencer, moi, parce que. voilà, Vas-y, parce vas-y, que vas-y. c'est mon truc. Puis allez, à tout seigneur, tout honneur. Donc, Wonder Woman, moi, j'en attendais rien. Parce que j'ai détesté Batman vs Superman et Man of Steel. J'ai pas détesté Suicide Squad, mais j'ai pas adoré non plus. J'ai pas trouvé ça exceptionnellement bien. Et donc voilà, et l'univers d'ici en film, CF, le podcast d'avant et les discussions qu'on a eues avec, par exemple, David qui lui adore, mais c'était le seul, m'emballe pas des masses. Wonder Woman, c'est mieux. On va pas se mentir, c'est mieux. Mais c'est pas encore terrible non plus. Oui, c'est-à-dire que oui, c'est mieux que les deux précédents, mais Et alors, Mais c'est pas terrible quand même. donc en gros, pour préciser, pour ceux qui connaîtraient pas Wonder Woman, donc c'est Wonder Woman, Diana, la princesse des Amazones, qui a donc été créée par la reine des Amazones sur l'île de Themyscira, et qui, à l'arrivée d'un militaire sur l'île, décide d'aller dans le royaume des hommes parce qu'elle est persuadée qu'elle peut mettre fin à la guerre en battant le dieu Arès, le dieu de la guerre. en tuant le dieu Arès En tuant le grâce dieu- à une épée magique. Le dieu Arès. Alors ça, vous vous dites, c'est le début du film. Eh ben non. C'est-à-dire que avant tout ça, en fait, pour moi, le gros défaut du film, c'est il y a 1 heure qui se passe sur l'île des Amazones, un petit peu moins d'1 heure, qui sert à rien. Enfin, à pas grand-chose. Il y a Robin Wright qui cachetonne. Alors ouais, Robin Wright, c'est une bonne actrice, donc elle est bien. Et encore là, je la trouve pas démentielle. Alors ça sert à mettre en place, mais c'est tellement fait avec des grosses ficelles, et ça te permet... En fait, moi j'en arrive à me dire que de l'intérêt pour des icônes comme ça, même si je dis pas, mais il faut plus faire des parties sur les origines aussi longues, quoi, dans les films de super-héros. Là, bien sûr, les gens connaissent pas forcément Wonder Woman, donc il fallait, mais là c'est beaucoup trop long, et ça démarre vraiment quand après elle arrive dans les Ardennes belges, qu'elle libère un village, et Ouais. là, cette scène-là, c'est la meilleure scène du film. Elle défonce tout, elle sort des tranchées, elle emmène les hommes. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et pas pendant la Seconde. Ça, c'est intelligent. Ça, je trouve que ça fait partie des qualités du film. Parce que la Seconde Guerre mondiale, il y a eu Captain America, il y en a eu beaucoup. Voilà, moi c'est... Et il y a une fin qui est cheap. Elle est trop cheap. Que j'ai aimé. Je dirais pourquoi après, je vais laisser Laurent parler. Mais voilà. Laurent Ouais, enfin moi la scène que tu aimes bien, moi elle m'a fait très bizarre, c'est-à-dire que quand elle décide de sortir de la tranchée, la scène est au ralenti, tous les mouvements sont au ralenti, et en gros j'ai l'impression qu'ils avaient recalé la bande-annonce en plein milieu du film. La moitié des images de la bande-annonce venaient de cette scène.
tu sens que la moitié des plans ont été tournés pour la bande-annonce. Et que, enfin, pour moi, le coup de je sors au ralenti. Peut-être ça que m'a- je suis bon public. Peut-être que je suis bon public sur ce coup-là. Ouais, j'avoue. alors, bon. Mais- Non, je rejoins Pierre, c'est quand même la meilleure. C'est une Mais c'est-à-dire que ça arrive après 1 heure où tu te fais chier sur les C'est îles de ça, en fait. Temsira, quoi. Donc t'es là, Mais tu fais moi- ouais, enfin. Moi, j'avais rien contre le fait de passer du temps sur l'île et ses origines, à condition qu'il s'y soit passé quelque chose d'autre que de la voir grandir. C'est-à-dire que les scènes, quand elle est petite, quand elle est ado et quand elle est adulte, il se repasse les mêmes choses, on lui dit les mêmes choses. Non, tu n'iras pas te battre, oui, mais si je veux y aller. Non, tu n'iras pas te battre, non, mais si je veux y C'est aller. très répétitif. Bon, bah je suis finalement, d'accord. vas-y. Ok, 2-3 trucs un peu Moi, bizarres. je trouve que la scène, il y a une scène où on raconte un conte, où sa mère lui raconte un conte pour enfants qui pose 70% des bases de l'histoire. Et je pense qu'en fait, ça suffisait largement. Ouais, Il n'y avait pas besoin de faire plus. très clairement. Tout le reste est superflu, en fait. Il faut... À moins qu'il y ait eu des choses intéressantes à montrer sur leur île. Oui, mais, voilà. à part des scènes de combat. Alors bon, moi j'ai eu pas mal de discussions avec d'autres personnes. Oh là là, mais t'as vu, Wonder Woman, elle a pas de poils sous les bras. De où les Amazones elles s'épilent? Alors, je rappelle à tout le monde que l'épilation existe depuis l'Antiquité. Hein. Donc moi, quelqu'un Non, qui mais s'épile, sérieux. ça ne me choque pas. Par contre, quelqu'un qui se bat avec des hauts talons, je peux pas. Je suis désolé. Je suis désolé, il n'y a pas moyen. Des scènes de combat où tu cours, tu sautes, tu es dans des équilibres instables, où tout est basé sur les appuis et tu le fais avec des hauts talons. Non. Un talon peut être une arme. 2 points. Ouais. Et enfin, par contre, euh, il y a un truc. Alors moi j'ai kiffé, hein. Moi j'ai kiffé, j'ai adoré, mais c'est pas bien parce que c'est énormément fan service. Mais je vous jure que c'est vrai. À la fin, Wonder Woman latte la gueule du grand méchant en faisant un Kamehameha. Quoi. Là, j'ai vu la fin, je me suis dit merde, c'est Dragon Ball. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment. Je me suis dit putain, c'est Dragon Ball Z quoi. Et elle fait vraiment, elle met les 2 mains comme Son Goku. Elle va Et chercher elle fait- son chi, quoi. Elle fait chercher ça. Et elle fait un Kamehameha pour latter la gueule à Ares. C'est. Ah, moi D'ailleurs, Ce en n'est- parlant d'Arès, Ce n'est pas la seule référence à l'imagerie japonaise, on va dire, à l'imagerie des animés, parce que l'armure d'Arès. c'est un chevalier du zodiaque, s'il te plaît. Oui. Oui. Alors, après, tu peux dire, ouais, c'est un chevalier du zodiaque, et du coup, ça peut rester dans la thématique. Mais le fait qu'il ait gardé la tête Oui, de voilà, l'acteur en dessous, justement. Arès. c'est-à-dire que bon, là, avec la petite moustache britannique. là, on vous spoil. Un personnage apparaît, un supérieur du héros anglais, qui est un peu le guide de Diana dans le monde moderne. D'ailleurs, c'est peut-être les quelques trucs intéressants qui se passent, c'est le clash en fait entre la naïveté de Diana, le fait qu'elle ait vécu sur une île où il se passe rien, hein, et on l'a constaté nous-mêmes, et quand elle découvre le monde moderne anglais, il y a des petits ressorts comiques rigolos. Donc il y a un personnage, le supérieur de ce gars qu'on voit passer, qui est un ministre anglais. Et à la fin, on se rend compte que, oh mon Dieu, mais Arès n'était pas le personnage qu'on nous vendait depuis le début, mais ce personnage-là. Bon, C'était pas le méchant allemand, c'était en fait. c'est un Là, Anglais avec on sa petite pourrit vraiment le film moustache. à Paul en fait là. Moi je m'en fous. Un Anglais avec sa petite moustache, joué par je ne sais pas. L'acteur qui fait Remus Lupin dans Harry Potter. Voilà, notamment. Et donc, il a la petite moustache anglaise qui va très bien. Sauf que la petite moustache anglaise, il la garde quand il a la grosse armure. Et il la garde dans le flashback où, à l'époque des dieux grecs, il se fait latter la tronche par Zeus. Et où on le voit tout penaud avec sa petite moustache. Enfin, Mais en c'est- gros, c'est nous, Arès, important, on le c'est voyait un peu comme Achille dans 3, quoi, tu vois. Oui, non, mais clairement. Clairement, c'est. Et là, non, quoi. Oui. C'est aussi mauvais que 3 parce que 3 c'était c'est pas vrai, terrible. c'est vrai quand. C'est mieux, c'est mieux 3 que. Non, et il y a, Ah, non, d'accord. et il y a Voilà. quand même enfin je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y a quand même le point positif du film, pour moi, c'est Chris Pine. D'ailleurs, on se dit qu'est-ce qu'il est venu foutre là-dedans, parce que lui, il est bon, quoi. Après, il y a Gal Gadot, parce que Gal Gadot, elle s'en sort bien, elle est jolie, il y a tout ça. Mais je trouve que Chris Pine, dans le côté justement mec qui arrive à être sérieux, qui est machin, il arrive à mettre vraiment de l'émotion dans des scènes où où le truc est téléphoné, mais vu qu'il le fait bien, ça Ouais, passe. c'est-à-dire qu'il croit à son personnage. Voilà. Après, C'est-à-dire qu'en fait, c'est le meilleur perso du film, finalement. Finalement, en fait, le meilleur perso du film, c'est Steve Trevor, c'est pas Wonder Woman. ouais, mais parce qu'il sert. En fait, Oui, moi, c'est un truc que j'ai aimé dans Wonder Woman et que beaucoup de gens critiquaient, c'est qu'elle est un peu coconne et naïve. Oui. Et pour moi, c'est le sujet du film. C'est que c'est une enfant. C'est une enfant. Bonjour, je suis une fougère. Mais c'est ça. mais Je clairement. suis belle, je ferme ma gueule. Non. Mais j'ai un non, bouc- non, parce qu'elle ferme pas sa gueule. Non, parce que le sujet n'est pas qu'elle soit conne et naïve. Non, le mais sujet, ouais. c'est qu'elle passe de conne et naïve parce que elle n'a rien vu du monde. Donc c'est logique. Et donc déjà, elle ne
elle est étonnée partout, surtout dans l'Angleterre de cette époque-là, mais elle a aussi une manière très simpliste de voir le monde, et qui, quelque part, est intéressante parce que c'est un peu ce qu'étaient les comics avant. Il y a un grand méchant, on va le tuer, tout va aller mieux. Et il y a un grand méchant, elle le tue, et non, tout ne va pas mieux. Bon, au final, si, mais... non, même, il y a des trucs plutôt intéressants, et le fait qu'elle... Au fur et à mesure de l'expérience, qu'elle se rende compte que la vie est plus compliquée, qu'il n'y a pas les méchants et les gentils, que tout le monde ne va pas se mettre à s'aimer, parce que un des trucs qui n'est pas dit à la fin, c'est que la Première Guerre mondiale, il y a la deuxième qui arrive après, donc tout n'est pas solutionné. Et pareil, j'ai entendu des gens dire « Ah, mais comment Arès peut... le personnage de Arès, on le voit au début défendre l'armistice à tout prix, et le mec qui veut la paix, c'est pas le dieu de la guerre. » Donc il faudra aussi rappeler que l'armistice, de la manière dont elle a été signée à la fin de la Première Guerre mondiale, a déclenché la deuxième de manière inévitable. La crise de 29 étant juste l'étincelle, mais tout était déjà en place. Ça fait partie des trucs qui sont bien pensés dans le film. Voilà, c'est qu'il y a pas mal de nuances, de trucs, mais qui sont pas exploités. Et la façon dont elle passe de naïve à finalement quelqu'un qui perçoit un peu plus les difficultés, la complexité du monde, c'est basé sur un truc, mais qui est expédié en 3 minutes. C'est le gars qui va se sacrifier, enfin le gars avec qui elle découvre l'amour, qui va se sacrifier pour rien, en plus. Enfin... Tout ce qu'il fait pour être évité. Il le fait bien. Ouais. Il le fait bien. Mais tout ça, en fait, c'est torché. Alors que, justement, le fait qu'elle... Enfin, voilà, tout ce qu'ils mettent en place, et de manière coudue, c'est-à-dire de créer un personnage principal auquel on a du mal à s'attacher parce qu'elle est naïve, et à chaque fois, on se dit, non mais vraiment, quoi, est-ce qu'elle en est là ? Et ils l'utilisent pas, et c'est super décevant, et parce qu'il y a du potentiel, en fait, dans la manière dont ils l'ont écrit, mais ils n'en font rien. Et après, bon, on passera sur on prend le bateau et en une nuit on est de Grèce en Angleterre. Alors, par contre, je vais être complètement out, ça n'a rien à voir, mais comparé aux autres films, voilà, il est bien. Je remarquerai quand même qu'il n'y a pas d'apparition d'animaux fortuites. Comparé c'est parce que c'est pas Zack Snyder aux autres films. Il y a des chevaux qui courent, des trucs comme ça. Des chevaux, des baleines, il n'y a pas. Des chauves-souris qui soulèvent des enfants. Voilà. Il n'y a pas des bestioles, pour une fois. Parce que d'habitude, oh t'as vu, il y a des baleines, c'est trop bien. Il y a des chevaux, c'est trop bien, mais là il n'y en a pas. Mais pour une fois, je trouve quand même que c'est plus regardable et plus distrayant que les autres. Johan, le mot de la fin ? Non, il faut le voir. Il faut le voir. Après, honnêtement, il est perfectible, mais c'est une bonne histoire. Et contrairement à d'autres, on ressort de là, on est content parce que il y a une montée en puissance du film. Et la fin, on aime ou on n'aime pas. Ça, voilà. Mais c'est quand même bourré d'incohérences. Enfin, oui, mais quand le scénario est mieux parce qu'il y en a un, mais ça reste. Quand t'es bon public, ça passe mieux que les autres, quoi. Ouais. Bon, on va passer à la suite. Là, il y a Paul qui me fait signe qu'il va partir parce qu'il veut pas qu'on le spoil. Donc spoil. On va essayer de faire plus court parce qu'on n'a pas non plus envie de trop spoiler, même vous qui écoutez. Donc hier soir et ce midi pour Laurent, on est allé voir Spider-Man Homecoming. Alors là, Spider-Man. Il a du mal. Hein. L'araignée. Dis l'araignée, tout le monde est d'accord. Spider-Cochon. Donc Spider-Man Homecoming. Et alors là, rien à voir. Là, on est. Alors là, je suis pas objectif. Non, il n'est pas objectif. Je ne suis pas objectif, c'est mon super-héros préféré. Mais j'ai détesté Amazing Spider-Man et Spider-Man le destin du héros qui sont mauvais. Donc j'arrive quand même. Qui sont, rappelons-le, le deuxième reboot après la trilogie de. Mais soyons honnêtes, je ne peux qu'aimer Sam Raimi. Voilà, c'est ça, le deuxième reboot après la trilogie de Sam Raimi. Et ici, on est au troisième. Sauf que c'est pas vraiment un reboot. Oui, enfin, on redémarre à nouveau. Alors donc pour nouveau Spider-Man. Pour ceux qui ont vu Civil War, Spider-Man apparaît dans Civil War et introduit dans Civil War, et donc on suit les aventures de ce Spider-Man là. C'est rappelé d'ailleurs de manière à mourir de rire au début du film. C'est génial. Moi, tout de suite, on m'a perdu, quoi, parce que en gros, bon, allez, on va le dire de toute façon. Allez, c'est spoiler free, donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, vous n'écoutez pas. En fait, il filme le journal de quand il va aider Iron Man, et on le voit se filmer, faire des commentaires sur la bataille. On voit des petits éléments.
faire un journal vidéo pour Faire un YouTube journal quasiment. vidéo quoi. pour c'est YouTube, très très drôle. Ce qui est une manière très intelligente d'actualiser le vieux truc de Spider-Man, enfin de Peter Parker qui prend Spider-Man en photo lui-même Voilà. en plaçant des appareils Voilà. photo pour faire des clichés pour les Exactement. vendre au Daily Bugle. Là, ça réactualise un peu donc cette manie-là en fait d'aller faire des images De de toute façon, lui-même. c'est le leitmotiv de ce film, c'est qu'il est résolument moderne. Quoi. Pour moi, moi j'ai arrêté les comics. À une époque, j'ai arrêté les comics en 97-98 parce que c'était mauvais, parce que j'avais été calmé pour ceux à qui ça parlera, des trucs qui s'appellent les clones pour Spider-Man et Onslaught pour les X-Men. Et je m'y suis remis en 2001 avec une série qui s'appelle Ultimate Spider-Man, dont j'ai parlé dans le dernier podcast sur les comics. Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire que pour moi, Spider-Man, c'est un ado de 17 ans. C'est la vision que j'aime. Alors, c'est pas la D'accord, vision là, de il tout a le 15 monde. ans. Là, il a 15 ans. Ouais. C'est pas la vision de tout le monde. Voilà. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Le méchant est génial. L'intégration au MCU, au Marvel Cinematic Universe, est génial. C'est-à-dire qu'on est dedans d'entrée. C'est-à-dire que ça commence, c'est pareil, bon là on va spoiler un peu, ça commence par la suite de la destruction de New York par les Chitauri dans Avengers en fait. Le début Oui, du film. C'est vrai que ça reprend le point de vue des films précédents, mais à échelle humaine. Et Voilà. effectivement, donc les gars qui récupèrent les pièces et qui se font, Qui font des armes. qui d'abord récupèrent les pièces Oui, pour d'abord, eux voilà. et ensuite se font éjecter par Damage Control monté par Stark. Monté par Tony Stark. Et du coup, ils décident un peu de se venger en récupérant quand même les pièces partout où ils peuvent et qui en font commerce, donc en les vendant comme armes à des malfrats. Et donc il s'est fait une gigantesque armure. Et c'est le vautour qui est joué par Michael Keaton, qui est juste génial. Il est très bon. Donc est-ce qu'on y voit là un clin d'œil à Birdman? Je ne sais pas. Je sais pas, parce que Batman, c'est quand même l'homme qui a été le premier Batman du cinéma. Puis l'homme-oiseau, quoi. Enfin, L'homme je veux dire, oiseau, le ouais, vautour, le c'est vautour. tout y est. Hein, Modernisé tout en reprenant des éléments du comics, notamment pour ceux qui connaissent le vautour dans les comics, il a une fourrure autour du cou. Donc là, c'est une veste d'aviateur. Ils l'ont gardé, mais c'est classe. Paul est derrière le carreau, il nous fait coucou pour pas entendre ce qu'on dit, c'est très très drôle. Et donc voilà. Plusieurs des méchants de deuxième main sont amenés de manière plutôt intéressante. Moi, je connais pas tous les méchants de Il y avait Spider-Man. le mais choqueur pour et le bricoleur en fait qu'on voit, et il y a un méchant qui est annoncé pour la suite. Ça, on va peut-être pas le dire parce que c'est rigolo. Mais le gars qui va interroger après, quand il passe en mode interrogation, ce qui est aussi super. Oui, alors drôle. le mec, alors c'est un autre personnage. Ce qui est très drôle, ça peut être, alors là, attention, bref. Donc c'est Aaron Davis. Et Aaron Davis, il y en a deux. Il y a Aaron Davis qui est l'oncle de Hobie Brown, qui est le rôdeur, Ok. qui devient un héros, mais voilà, et que Et l'autre et dans l'univers Ultimate, Aaron Davis, c'est l'oncle de Miles Morales. Ah d'accord, le Spider-Man, oncle Ben voilà. de celui qui prendra la suite. C'est un D'accord. peu ça. C'est pas, mais oui, je peux pas. Mais Donc c'est un peu ça. Et donc, quand il dit dans le film, J'ai un Ouais, fils, j'ai un neveu J'ai un neveu. qui traîne. dans- qui est-ce? Est-ce le rôdeur? Est-ce Miles Morales? Nous ne le savons pas. Ça parle aux puristes, hein. Moi j'ai rien calculé. Hein. Non, mais alors c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai vu C'est- qu'il y avait pour les deux, il y avait des easter eggs que j'ai détectés sans savoir ce que c'était, mais ça m'a pas gâché la vision, c'est-à-dire que ça fait clairement aussi c'est bien l'ambiance. présenté. Et même ce qui se passe dans le lycée, c'est souvent chiant dans les films comme ça, faut être honnête. Ouais. Et là, c'est très bien fait. Ça rappelle vraiment les films, les teen movies de John Hughes. Je pense que c'est clairement les références qu'a le mec. Les teen movies de John Hughes, comme Breakfast Club, comme Ferris Bueller. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à Ferris Bueller, les amateurs apprécieront. Et c'est vraiment ça. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà. Vous n'avez pas le droit de dire de mal de ce film. À vous. Alors, Non, Johan, toi qui... Je vais rebondir par contre sur quelque chose que tu disais. Alors effectivement, là, il y a quelques clins d'œil sur les origines, mais c'est très léger. C'est bien qu'ils n'en aient pas fait. Moi, j'aime bien avoir des fois Oui. les origines. Oui, il n'y a, mais pas les il origines. y a pas les C'est ça qui est origines. bien, tout le monde connaît les Et origines. et moi, ce qui m'a c'est pas amusé, mal. c'est que quand on lui pose des questions sur les origines, il élude les questions et, Ouais, il et évite on, d'en parler. et on se rend compte qu'on n'en entendra pas parler, enfin que le personnage lui-même cherche à éviter de parler de ses origines. Mais Donc, moi, j'aime bien ça pour un démarrage. Et là, ça m'a pas manqué. Donc c'est plutôt pas mal. Après, non, franchement, le film était super sympa, quoi. On passe un bon moment. J'étais pas forcément emballé pendant les bandes annonces par le méchant.
Et au final, franchement, ils en ont fait quelque chose de vraiment sympa. Michael Keaton, hein, il y a vraiment 2-3 scènes où il n'est pas en costume. C'est les scènes où il n'est pas en costume sont excellentes. Non, et puis ce qui est extraordinaire, c'est la scène dans la voiture. Quoi. Voilà. Ah, la scène dans la voiture tout en non-dit, avec là pour le coup Hollande qui est vraiment très bon parce qu'il est donc devant la fille du méchant, mais il ne peut rien lui dire. Il se décompose, mais il essaye de garder quand même, de faire bonne figure devant la fille qui l'accompagne au bal de promo. Enfin, c'est cette scène-là. Alors, bon, il y a des meilleures scènes dans l'histoire du cinéma, mais celle-là pour le MCU, elle est plutôt bien gérée justement dans la retenue et pas dans la démonstration. Il y a des incohérences derrière, c'est-à-dire qu'il vient d'apprendre que c'est Spider-Man et il réussit à envoyer un gars juste après qui arrive dans les 5 minutes pour aller le choper sur le parking. Oui, mais ça justement, est-ce qu'il le savait pas avant en fait Non, pour moi comme il le joue, il le découvre. Là, il le découvre. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que au final, tu vois vraiment Spider-Man comme le héros débutant qui se cherche. Qui galère parce qu'au final il fait plein de conneries, ça lui retombe dessus, il se rend compte qu'en fait s'il se maîtrise pas bien il peut blesser des gens, il veut pas tuer mais en même temps il arrive à faire plein de conneries qui pourraient mettre en danger la vie des autres, notamment avec le ferry, on va pas compte le nombre de personnes qui auraient pu crever et au final il s'en tire in extremis grâce à Iron Man, mais il aurait pu quand même tout foutre en l'air parce qu'il a fait une connerie. Il est un peu on arrive au moment où il est trop sûr de lui, puis il se rend compte qu'en fait, il a plein de choses à apprendre. C'est l'ado qui cherche à prouver des choses face à un père, et là pour le coup, de ne pas aborder l'oncle Ben et d'utiliser Tony Stark comme figure paternelle, ce qui en plus fait écho au problème que Tony Stark avait avec son père. Avec son père, mais aussi dans le Iron Man 3. Où, avec le gamin, ouais. Non, mais même quand il balance les armures et qu'il dit « Je suis Iron Man voilà. », et quand il lui sort si tu n'es rien sans ce costume, t'en as pas besoin. Du coup, ça fait écho aux autres films, aux autres problématiques, ça le met en perspective. Je vois même ça autrement, c'est-à-dire qu'il se passe un truc à la fin, pareil, là on va spoiler, mais on revoit Pepper Potts dans Civil War. Oui, Iron Man qui contredit tout ce qui s'est passé dans le film précédent. Non, justement. Il y avait des non-dits. Justement, c'est fait exprès, c'est-à-dire que il est pas bien parce qu'il y a Pepper Potts, il fait des conneries pendant Civil War, et pour moi, Peter Parker, le suivre, le machin, c'est la thérapie. C'est ce qui, pour moi, il repart avec Pepper Potts parce qu'il s'est occupé de Peter Parker. C'est théorie complètement personnelle. Si ça. Et je pense qu'il retrouve cet équilibre, il décide de recréer des Avengers et tout. Peter, lui, amène cette fraîcheur, cette chose qui... Enfin voilà, mais c'est mon point de vue. Et le fait aussi que Peter Parker ait l'impression tout le film de ne pas être écouté parce que on répond jamais à ses textos, il a des messages, alors qu'en fait tous ces messages sont pris en compte, ils y font référence tout le temps et c'est grâce à ce qu'il a dit qu'on envoie le FBI et tout. Et c'est pas mal aussi de montrer le point de vue de l'ado qui a l'impression de jamais être écouté et quand même en pointillé de montrer que si c'est le cas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en tout cas, il y a énormément de positifs. On va arrêter là parce qu'il y a comme Paul qui attend. Il est très bon, il est très bien ficelé, les acteurs sont bons, les scènes d'action sont bonnes, la trame générale est bonne. Vivement la suite. Il est très bien, il s'inclut parfaitement. Les scènes post-génériques. Oui, les scènes post-génériques. Et toutes les vidéos de Captain America qui font Quand vous verrez les vidéos de Captain America, vous penserez à nous. C'est juste. Ça, on vous dit pas. C'est juste énorme. Mais il s'inclut parfaitement bien dans l'univers Marvel. Ils ont bien réussi à le mettre vraiment dans la lignée des autres. Il y a un dernier truc qui m'a fait rire, c'est sur j'en ai entendu des critiques en fait quand ils se battent sur l'avion et que le camouflage de l'avion invisible passe complètement, se détraque et du coup ça commence à partir en lumière dans tous les sens, ce qui est assez déstabilisant et la scène, on sent la confusion de Spider-Man parce qu'on la vit aussi. Moi, j'ai vu le parallèle avec le bal de promo qu'il est en train de louper, en fait. Et c'est les lumières du bal du samedi soir. Ça m'a beaucoup fait rire, en fait, quand je me suis rendu compte que c'était une piste de danse et que c'était là qu'il vivait le bal du Homecoming, quoi. Et que pendant que les autres étaient en train de... J'avoue que d'avoir aussi inclus la voix de l'intelligence intégrée à l'armure... c'est une super idée. Au costume de Spidey, qu'il appelle Karen, etc. C'est très sympa. Et on s'arrêtera là. Oui, parce que, voilà. Allez le voir. Allez le voir. On va rappeler Paul. Je vais aller le chercher. Donc on va passer, on va terminer le podcast. Donc on va passer au traditionnel
coup de cœur, coup de gueule qu'on fait pour terminer à chaque fois les podcasts. Donc je sais pas qui veut attaquer par les coups de cœur, les coups de gueule. On continue. Moi j'ai un Paul, coup de gueule. Moi j'ai un coup de gueule. J'ai un coup de gueule. Vu qu'il a été isolé, voilà, on l'a libéré de la prison. Voilà. C'est Ouais. Fort Boyard en fait. Donc alors, coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule. Coup de cœur, c'est ce que j'ai dit avec mes conseils de lecture et visionnage des coups de cœur. Donc on va passer au coup de gueule du coup. Mais mon coup de gueule c'est contre Nintendo pour leur édition collector de Metroid sur 3DS qui sort à l'automne, en septembre ou en octobre, je sais plus. Il y a une version collector donc et qui est limitée à 1500 exemplaires pour la France d'après ce que j'ai cru comprendre et qui est quasiment impossible à commander. Voilà, j'ai déjà commandé sur plusieurs sites et chaque fois ma commande a été annulée parce qu'il n'y avait pas assez de stock. Donc il faut se battre pour avoir des exemplaires. Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte Nintendo pour prévoir si peu d'exemplaires pour le marché français. Quoi. Voilà, donc c'est ça mon coup de gueule. C'est un très bon coup de gueule. Laurent ? Alors, moi, on va essayer de faire vite. Coup de gueule, on va rester dans le cinéma. Certains l'auront peut-être retenu, je suis fan des jouets Transformers et du comics depuis les quelques dernières années. Mais comme les jouets sont tirés du film, je suis presque contraint d'aller voir les films. Et cette fois, c'était encore pire que les précédentes pour Transformers 5. C'était déjà pas terrible. C'était déjà pas terrible, mais là, on sent que même Michael Bay en a marre, ça n'a ni queue ni tête. Mais il y a des tas d'éléments très intéressants dans ce film qu'il s'échine à ne surtout pas exploiter. Des personnages comme la gamine dans la décharge qui répare des Transformers, il y a vraiment de quoi faire avec. Le fait qu'on ait par exemple un personnage qui soit un headmaster, donc un robot qui devient la tête d'un robot plus grand. C'est dit dans le film. Il est dans la scène de bataille finale, un autre robot très grand, méchant, se fait décapiter. On se dit, bah ça y est, il va lui sauter dessus, se transformer en tête, et non, pas du tout. En fait, il y a plein de choses qu'ils mettent en place et qu'ils abandonnent, et enfin c'est n'importe quoi. Du coup, tous mes espoirs se fondent sur le numéro suivant, qui sera entièrement consacré à Bumblebee, réalisé par, là j'ai plus son nom, mais celui qui bosse au studio Laika et qui a fait Kudo, qui a fait... Coraline. Qui a fait Coraline, qui a fait les Box Trolls, enfin voilà. Et qui sera beaucoup plus resserré comme film avec moins de personnages, donc on pourra peut-être éviter les travers de Michael Bay, mais là, enfin, même pour un Michael Bay, c'était très mauvais. Je vais arrêter là dans l'aigreur et je vais repartir donc sur mes coups de cœur qui sont deux BD qui sont pas récentes, mais que j'ai lu quasiment en même temps, deux adaptations de Lucky Luke. Donc ils ont donné les rênes de Lucky Luke à des auteurs en leur demandant de faire quelque chose de personnel, donc de ne pas reprendre le style de Lucky Luke. Donc on a Mathieu Bonhomme et Bouzard. Tous les deux, alors Bouzard explore le côté absurde de Lucky Luke, tout ce qui est incohérent et va titiller là où ça fait mal, et ça fait quelque chose de très très drôle. Donc sur le fait que Joey Jumper ne veuille plus parler, enfin il y a... Les Dalton sont à mourir de rire. Et surtout, non, il va vraiment explorer, c'est un résumé de tout ce qui ne tourne pas rond dans l'univers de Lucky Luke, mais qu'on accepte par convention. Donc voilà, il choisit de rompre ces conventions-là. Et on a celui de Mathieu Bonhomme qui est beaucoup plus réaliste, où on a un Lucky Luke très en retrait, en fait, où les autres personnages prennent la place, parce que Lucky Luke est un peu un taiseux. Et là, pour le coup, c'est un peu... comment la légende de Lucky Luke s'est formée, enfin il est déjà connu, mais comment il devient quelqu'un sur un piédestal et d'inamovible. Et tous les deux tournent autour du tabagisme, enfin il y a des éléments sur le tabagisme, et en fait celui de Mathieu Bonhomme explique pourquoi Lucky Luke ne fume plus, par exemple. Et celui de Bouzard fait des blagues sur le fait d'essayer d'arrêter de mâchouiller des brindilles, et que... Enfin voilà, j'ai trouvé ça très drôle que malgré le fait que ça ait disparu depuis une vingtaine d'années des BD, ce soit encore un élément central dans ces histoires-là. Donc je conseille les deux albums. Même quand on ne connaît pas trop Lucky Luke, ça peut être une porte d'entrée pour aller voir le reste. Ça marche. Johan. Ok, donc moi je vais mettre un petit coup de cœur sur mes cases. J'attends de voir avec la suite. Parce que je l'ai dévoré, donc j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Et sinon j'ai un coup de gueule, mais qui n'a rien à voir, mais strictement rien à voir avec le podcast. C'est quand on vient pour isoler le grenier de sa maison et que le gars il vient faire le métrage, il te dit je viens sans échelle, mais c'est débile putain.
Le gars, tu viens venir mettre dans un grenier. Tu viens avec une échelle. Putain, c'est pas possible. Non mais D'accord. sérieux. Ok, C'est pour le gars, oui, parce qu'il a vécu au grenier en sous-sol. Non mais c'est vrai quoi. Voilà. T'imagines. Ça se comprend. Et non, bah oui, c'est vrai. Bon, c'est dur d'enchaîner. C'était Johan hors sujet. Avant moi, Hermance. Alors moi j'ai surtout des coups de cœur. D'abord je vais en venir sur les mémoires de Vanitas qui sont écrits par le même mangaka qui a écrit Pandora Hearts, qui est sorti en exclusivité d'abord à Japan Expo puis qui maintenant est disponible dans les librairies. Ça garde tout à fait la trame graphique si vous avez lu Pandora Hearts, de Pandora Hearts. C'est très beau, c'est très agréable à lire. Le scénario s'annonce très très prometteur. Donc je vous encourage vraiment à le lire si vous avez aimé Pandora Hearts. Pour mon autre coup de cœur, je vais remercier Bandai Namco, car pour une fois, et grand merci à eux, ils vont éditer un de leurs jeux sur smartphone en Europe, qui est Tales of the Raise. Oui, je sais, encore un Tales of, mais On a un problème avec les il est suffisamment significatif, donc il faut le dire, Bandai Namco nous offre la joie de pouvoir jouer enfin à un jeu mobile Tales of qu'ils importent chez nous, et ça, pour une fois, c'est bien. Pour les coups de gueule, en fait, j'en ai pas. J'en aurai peut-être la prochaine fois. Moi, j'en ai pas non plus. J'ai un gros coup de cœur, moi. Moi, j'ai un gros coup de cœur. Alors là, je pense à quelqu'un qui est probablement en train d'écouter le podcast, qui est probablement en train de dessiner, qui se dit « Ouais, ils ont parlé de Megas pendant 10 minutes. Et puis... C'est Sentai School, Ils ont même pas parlé de Sentai School Tome 6, il a vaguement dit que j'ai offert un truc. » Eh bien non, Philippe. Philippe, tu es mon gros coup de cœur. Parce que j'ai lu le tome 6 de Sentai School. Moi, j'ai pas encore eu le temps. Je l'ai Moi aussi non acheté à la plus. Japan. Moi non j'ai pas eu le J'ai temps. lu le tome 6 de Sentai School et c'est formidable. J'ai retrouvé les élèves de la Sentai School comme je les avais laissés il y a 10 ans. Toujours aussi attachant. Ken Heraclor est toujours pareil, il change pas, vous verrez, il fait une petite mise à jour, c'est rigolo. C'est génial, quoi. Franchement, Philippe et Flo, continuez, Sentai School, c'est formidable. J'étais dans le métro, je riais. Il y a quand même pas beaucoup de livres qui vous font rire dans le métro. C'est vrai que même les gens autour vous regardent parce que vous rigolez, quoi. Je lisais des trucs, je riais tout seul. Et franchement, c'est vraiment, vraiment génial. J'aime aussi le reste du taf de Philippe, mais le Sentai School, c'est vraiment... J'avais peur de ce tome 6 parce que c'est jamais évident, 10 ans plus tard. Parce que voilà, ils viennent de Voilà, rééditer les 5 premiers Ils ont tomes. réédité les 5 premiers tomes l'année dernière et ils ont fait un tome 6 là, qu'ils ont réalisé cette année. Et ben non, c'est toujours leur l'humour crétin. En plus, depuis, je connais un peu plus Philippe et Florence, donc j'avoue qu'il y a des choses, je pense savoir les gags de Florence, les gags de Philippe, je retrouve. Ils sont pas restés sur leurs acquis, il y a des nouveaux personnages qui débarquent. Il y a en plus tout le... Enfin, moi je l'ai pris comme ça, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez quand vous le lirez. Pour moi, tout le tome est justement aussi une petite pichenette au cinéma qui est envahie de comics et de super-héros, alors que Philippe est plutôt client, mais on sent... Et il y a justement tout un débat sur est-ce que maintenant... les super-héros n'ont pas remplacé les mangas. Enfin, moi je l'ai vu un peu comme ça. Et il y a des nouveaux méchants qui sont très bien aussi, qui sont très stylés. Et ouais, voilà. Et donc vive les revanchards, vous comprendrez quand vous le lirez. Et vive Sentai School tome 6. Vive Philippe et Flo. Et vivement le tome 7. Voilà, je pense que c'est pas mal comme mot de la fin, n'est-ce pas ? On va s'arrêter là. On va essayer de faire un podcast en août qui sera peut-être, je dis peut-être des bêtises, d'ici là ça changera peut-être, mais qui va essayer d'être probablement thématisé manga. Donc voilà. On espère que ça vous a plu. Désolé, on a fait plus long que d'habitude. D'habitude on fait 1h10, là d'après le chronomètre. Non, mais ils on a ont fait voulu parler de 1h23. Spidey, c'est pour ça. Mais c'est à cause de Spider-Man, mais on était à bloc, on l'a vu hier. Donc, Pierre voilà. était à bloc surtout. Bon, surtout moi j'étais à bloc. Voilà. Donc on vous retrouve la prochaine fois et on espère que vous avez aimé ce podcast. Merci, au revoir. Bye bye. Salut.